Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Je voulais être actrice et qu'en fait il se passait rien et qu'à un moment je me suis dit tu sais quoi, je vais me faire jouer moi vu que j'ai plein de trucs à dire, je vais monter sur scène et puis je vais parler. Et comme en fait j'ai toujours voulu être indépendante, je me suis rendu compte que ça m'arrangeait bien en fait, tout faire toute seule que d'attendre qu'on m'appelle, qu'on me désire, qu'on me veuille, que je sais pas quoi. Cette semaine dans Les gens qui doutent, je reçois l'humoriste Nora Hamzaoui. Alors Nora, elle a plus ou moins tout fait. Elle était chroniqueuse sur France Inter et dans Quotidien. Elle a joué dans pas mal de films et séries. Elle a écrit 3 livres, 3 spectacles. D'ailleurs, le dernier en date est en tournée partout actuellement. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc je suis trop contente qu'on ait refait un épisode ensemble. Alors on y parle de plein de choses, notamment d'amour, d'alcool, du fait qu'elle a moins besoin qu'avant que les gens l'aiment, de est-ce qu'il faut avoir l'air sûr de soi sur les réseaux ou est-ce que c'est ok de montrer sa fragilité. Et elle me raconte aussi que quand elle était petite, sa maman cachait ses doudous et lui disait qu'ils étaient morts du cancer. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Un truc qui revient très souvent, ça, t'as peur de blesser les gens en permanence dès que tu dis quelque chose, j'ai l'impression. Oui, mais de moins en moins, et du coup je crois que j'ai encore plus peur. Enfin, cette phrase n'est pas logique, mais ce que je veux dire c'est que avant j'avais peur de blesser les gens, j'ai l'impression... sans raison presque, tu sais, genre non, je pense que j'avais peur de pas être aimée, là où aujourd'hui j'ai l'impression que parfois j'ai des petits moments de colère et que du coup je trouve que je peux vraiment être désagréable. Franchement, je pense que j'ai des coups de pompe et je pense que l'instantanéité des réseaux et des textos et des trucs et tout en plus n'aide pas du tout, tu vois, le temps long de la réflexion, de tourner ta bouche je sais pas combien de fois dans ta langue, voilà, dans ta tout langue, simplement dans ta langue. Et donc du coup je trouve que parfois j'ai des réactions un peu impulsives, ce qui normalement était réservé à ma vie privée, je sais pas quoi, et après tu disais pardon et c'est pas grave parce que de toute façon c'était en vie privée. Et là je trouve que ça commence encore plus à s'exprimer auprès de gens qui n'ont rien demandé. Et maintenant t'es une rageuse sur Internet. Pas sur Internet, mais ce que je veux dire c'est que je trouve que parfois Internet te pousse à avoir des réactions, ou même les WhatsApp, tu vois, des conversations WhatsApp professionnelles, tu vois, où on m'envoie des trucs. Et là où tu aurais répondu face à face à quelqu'un, je sais pas, nan et tout, là je déteste. Et donc et évidemment ils ont pas ce ton-là, mais donc du coup après je m'en veux, tu vois. Et je me dis mais pourquoi répondre comme ça. Et tout à l'heure ça m'a fait un peu plaisir parce que une fille m'a dit non mais tu sais quoi, en fait tu m'évites de me faire perdre mon temps à me dire j'aime bien mais je suis pas sûre en même temps gna gna gna. Elle me dit au moins c'est très et elle me dit t'inquiète pas, je le prends pas personnellement. Et ça m'a fait beaucoup de bien qu'elle le prenne pas personnellement. Mais et vraiment chaque fois qu'elle m'envoie un truc je dis vraiment je déteste. Mais alors que toi tu prends les choses personnellement. Oui. Bah oui, moi je prends tout personnellement. Ok, ouais. Donc t'es, ouais, ok. T'es insupportable, c'est ça? Tu crois? Non. Je sais pas. Non, je crois pas. J'espère pas. À la fois je fais de mon mieux et à la fois je fais de mon mieux pour arrêter de vouloir être aimée. Mais donc du coup je trouve que c'est deux trucs qui se confondent, tu vois. L'envie d'être aimée, que je me dis on s'en fout de ce truc-là. À la fois, parce que quand tu décides que c'est pas grave si t'es pas aimé ou que t'as plus, en tout cas, ce désir-là, et je trouve qu'après tu te mets à revendiquer des choses et à être en colère et parfois, être un peu trop agressive, quoi. Et ça vient d'où le fait que tu aimes moins ce besoin maintenant? Peut-être je vieillis, je sais pas. Peut-être c'est de la maturité. Peut-être je me sens suffisamment aimée dans ma vie privée. Tu vois. Mon amoureux, mon fils, ça me contente pleinement. Donc je pense que peut-être aussi, c'est un peu, tu sais, qu'il y a un moment où en fait, je crois que je me suis lassée de cette dynamique-là. Je trouve que c'est comme la peur en avion. Il y a un jour, j'en ai eu marre d'avoir peur de l'avion. Donc j'ai toujours peur, mais je me suis dit, en fait, ça suffit. Les 3 semaines à y penser avant, le Xanax, l'appel au psy, le au revoir à tous tes proches, ça suffit. Et donc j'ai l'impression que le truc de vouloir être aimé, en tout cas d'être validé et de savoir ce qu'on dit de toi et tout, en fait, il y a un moment où je sais pas comment ton cerveau il switch, t'en as plus rien à foutre. Tu vois, avant j'étais vachement dans, par exemple, si je poste ça, je sais que je vais lire ça. Je sais pas si t'as connu ça, genre quand t'es chronique France Inter, tu recevais des trucs très désagréables en commentaire et tout. Commentaire YouTube, oui. Commentaire YouTube, c'est vraiment la lie de l'humanité, quoi. YouTube et Facebook, déjà tout le monde voulait revoir Marina Rollman à la place de moi. Et où plein de choses rien à voir, plein de trucs sur le physique et tout, oui. Ouais, c'est ça. Et la télé. Et en fait, je crois que j'ai eu tellement de ça sur France Inter, à la télé, quand j'étais chez Quotidien et tout, qu'à un moment, là, en fait, je sais pas, je lis le truc et j'en ai plus rien à foutre. Tu lis plus les commentaires Biréduc ? Non, Biréduc, non. Enfin, je l'ai fait il y a pas si longtemps. D'ailleurs, je mets des liens vers Biréduc parce que j'aime bien voir qu'il y a du monde sur ma page. Alors que je crois que sur la Fnac, je suis pas assez grosse pour qu'il y ait du monde sur ma page et puis tu le verrais pas. Tu vois. Enfin, il y a écrit genre il y a du monde sur ce, je sais pas comment, forte demande sur ce spectacle, mais il y a pas, genre tu vois pas. Ouais, donc toi tu partages utile. Je partage utile, je partage pour mon ego. Mon chat, il y a un... T'es back.
Elle est absolument magnifique. Magnifique. Et encore, attends de le voir de face, mon cœur. On digresse beaucoup. Hein. On digresse énormément, mais c'est le principe d'un podcast finalement. Oui. Tu montes énormément, toi ? Ça dépend d'à quel point ça part en couille. Donc, c'est chiant de monter. Moi, j'aime bien. Ah ouais ? Ouais. Mais c'est de l'édito, quoi, donc j'aime bien, vu que j'adore tout contrôler. Ouais, bah oui. Ouais. En parlant de tout contrôler, ça va mieux. J'allais mal la dernière fois par rapport à ça. Non, mais je sais que tu refaire un bilan thérapie. Non, alors, tu n'as pas évolué en 5 ans. Non, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un truc récurrent dans ta vie de vouloir tout contrôler. Oui, peut-être. Mais après, je dis que j'ai besoin d'aide et je suis pas contente. Enfin, pas pour tout. Mais c'est vrai que genre, j'ai clairement besoin de tout contrôler. Et après, parfois, je dis, c'est moi qui fais tout le monde s'en fout. Par exemple, notamment pour les vacances avec les copains, tu vois. Les choix des restos. Sauf qu'en fait, je veux le faire. C'est-à-dire qu'à la fois, je veux le faire et à la fois, j'aimerais bien parfois, tu vois, être portée par des gens qui me disent, on a fait ça, on a réservé. Mais non, oui, sauf que tu as des attentes énormes des autres qui, de toute façon, ne répondront jamais, je suppose. Tu crois ? Bah, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que quand j'ai envie de tout contrôler, c'est pour ça. C'est parce que les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce sera jamais à hauteur de mes attentes. Tu crois ? Mais j'étais jamais agréablement surprise. Bah, des fois, si, mais faut beaucoup, quoi. Non ? Ben, en tout cas, c'est sûr que je préfère cuisiner un truc que avoir une mauvaise surprise et mal manger. Mais toi, la bouffe... Ouais. C'est un problème aussi. Mais ça aussi, j'ai lâché prise. Un problème ? Bah oui, c'est un problème parce que tu peux pas tous les jours réfléchir à ce que tu vas manger comme si c'était le dernier jour de ta vie, tu vois. Mon mec, parfois, il en peut plus. On va juste se nourrir, en fait. Toi, t'es vraiment en mode c'est mon moment. Bah là, ça a changé vraiment de plus en plus. Mais aussi parce que... Mais pareil, lassitude. Je peux pas passer... En fait, c'est beaucoup de temps de perdu de réfléchir à qu'est-ce qui serait délicieux. Donc, je l'ai encore un peu pour quand on va au resto, où c'est vraiment des heures et des heures de réflexion. Je veux vraiment qu'on trouve le meilleur resto. Une fois au resto, je veux prendre le meilleur plat. Enfin, tu vois, c'est vraiment beaucoup de réflexion. Il y a pas beaucoup de spontanéité, quoi. C'est vraiment, je regarde, j'ai des onglets ouverts sur tous les, tu vois, les critiques et les trucs. Après, je vais regarder sur Instagram. Après, je vais regarder les gens qui ont posté la photo. Ah donc, ouais, c'est chiant, c'est vraiment chiant. Mais du coup, pour chez moi, j'ai arrêté de faire ça et je peux vraiment complètement dire ce soir, on va manger un brocoli au four et du riz et voilà. Tu viens de sortir un livre là dont le couple est le sujet principal. C'est un thème que tu abordes quasiment dans tout ce que tu fais. Pourquoi ? Bah, je crois que c'est le centre de ma vie, quoi, un peu. Pourquoi ? C'est vrai, on m'a jamais posé cette question d'une manière aussi... Je crois que c'est le truc qui m'intéresse le plus au monde, pour le coup. La relation amoureuse, l'amour, le sentiment amoureux, à la base, on va dire que ça a commencé par ça. Le sentiment amoureux, l'amour est le truc que je trouve le plus intéressant au monde. La relation entre deux personnes, le couple, est pour moi la chose qui a le moins de chances d'exister, enfin de marcher, quoi, qui est vraiment, c'est un miracle, et à laquelle on court quand même pratiquement après. Je n'arrive pas à former cette phrase, j'ai l'impression d'avoir un début d'AVC. Après lequel on court tous. Et je trouve que ça évolue tellement au fur et à mesure de nos attentes, notre maturité, mais aussi la société et la déconstruction de certains schémas qu'on a eus, de notre éducation. Je trouve ça vraiment passionnant, en fait, de voir à quel point, même l'image qu'on a de soi, des angoisses d'abandon, a finalement une hyper indépendance. Enfin, tout ça, je trouve que toutes les choses qui infusent sur nous, l'actualité, l'anxiété, le climat, la vie. En fait, c'est l'intime qui je pense, me passionne. Mais comme j'ai toujours été en couple, à la fin, de voir comment tous ces trucs-là viennent jouer dans l'intimité, ça m'intéresse. Donc là, ça fait 15 ans que tu es avec ton mari, ton mec. Ouais. Est-ce qu'au fur et à mesure de ce que tu écris, tu sens ta vision de l'amour évoluer ? Ouais, beaucoup. J'ai l'impression que c'est de plus en plus solide et fort. Genre que c'est comme s'il y avait une base qui se consolidait, qui était de plus en plus fort, un noyau de plus en plus fort, et à la fois le contour qui pouvait se craqueler de plus en plus, tu vois, comme si on était genre une sorte de globe avec le milieu où c'est le feu et c'est fort, mais qu'à tout moment ça peut exploser facilement, tellement ça peut se craqueler plus facilement à cause de l'usure du temps, des questions qu'on se pose. Ouais, ça évolue en permanence. En fait, après c'est personnel, elle évolue pas sur j'ai pas de théorie du tout, tu vois, sur l'amour, j'ai pas du tout je saurais pas dire pour les autres, quoi. Genre, je suis hyper admirative. Tu vois, mes amis qui sont, par exemple, célibataires et qui s'en plaignent, je suis là, mais attends, mais cette liberté, cette joie, cette indépendance,
Tu vois, je les admire. Celles qui sont célibataires par défaut et qui rêveraient d'être en couple, je les comprends aussi. Celles qui ont envie de se barrer et qui arrivent à le faire, je trouve ça merveilleux. Non, le seul truc, par exemple, mais sur lequel j'ai jamais changé, ce que je trouve difficile, mais bon, chacun fait comme il peut, mais où les gens disaient oui, mais au bout d'un moment, t'as construit, gna gna gna, c'est aussi des responsabilités, c'est je sais pas quoi. Et moi, je dis oui, mais bon, l'honnêteté intellectuelle et amoureuse et l'honnêteté émotionnelle, c'est aussi un devoir, quoi. Je veux dire, je trouve que la notion de sacrifice en amour, en se disant je veux pas casser cette famille, donc je pars pas. Je suis dans une obsession, à mon avis, de sincérité, et je trouve que quand les gens s'aiment plus, ou que je sais pas quoi, ou qu'ils restent pour des mauvaises raisons, ça, je trouve ça dur, par exemple. Et ça n'évolue pas. J'ai beau être mère, je le pense quand même. Parce que je trouve que c'est aussi un truc que j'ai envie d'inculquer à mon enfant, que l'amour, ça doit être vraiment quelque chose de... Il y a un moment où ça devient de la logistique, des responsabilités, des trucs, et forcément... Mais enfin, franchement, il faut qu'il y ait le sentiment amoureux très fort des deux côtés, quoi. Parce que si tu te sens plus aimé, mais que tu te dis oui, mais bon, il faut quand même que les choses tiennent. Et puis moi, après, peut-être que c'est névrotique et que c'est aussi parce que j'ai grandi sans père et avec une mère et que j'ai plein de potes de parents divorcés et que je me dis ils vont très bien. Hein. Enfin, tu vois, donc. Après, bon, t'as aussi cet autre truc, des amis qui ont, et tu te dis c'est fou qu'on en soit encore là et c'est normal et c'est hyper dur, je trouve, des contraintes économiques, tu vois. Et ça, je trouve ça hyper dur de te dire bah oui, en effet, t'as des gens qui ne peuvent pas partir, quoi. C'est vertigineux, mais ma vision de l'amour pur, de l'amour, du sentiment amoureux, je pense qu'elle se renforce, qu'elle est plus profonde et qu'elle se détache, elle est peut-être un peu moins stéréotypée. C'est ça qui change. Genre, plus je vieillis, plus je me rends compte que les choses après lesquelles je courais et qui pourraient potentiellement me flatter sont vraiment des choses qui sont quand même assez stéréotypées. Par exemple, je me rends compte que les premiers moments ou la passion, ou tous ces trucs-là, qui m'a toujours un peu manqué j'ai pas du tout ces dynamiques dans mon couple, mais je les ai même pas eu au début de la relation. Mais quand j'entends des gens dire les trucs, et nanana, et je vibre, et le feu au cul, et blablabli, blabla, et ben je me dis, oh là là, tu vois. Et en fait, je me rends compte que c'est quelque chose que souvent, je trouve, qui rentre dans des modèles de ce qu'on nous a dit qu'était la passion, le couple, le sexe. Et qu'en fait, plus je me détache de ça et que je suis vers mon propre sentiment amoureux et à l'écoute de celui de mon amoureux aussi, sans attente de ce qu'on croit que c'est ou de ce qu'on nous a dicté que c'était, plus je me sens amoureuse, en fait. Et toi, t'as eu quoi comme modèle amoureux, en fait ? J'en ai pas eu, du tout. Du tout. Bah, à la limite, le modèle amoureux, c'était un modèle un peu tragique que je m'étais fait dans ma tête, tu vois. C'était un espèce de truc mais c'est pas un modèle amoureux. C'est genre le flip de la mère veuve. Et puis, forcément, les gens que t'as pas connus, tu les mets sur un piédestal. Donc, limite, j'ai envie de te dire Angela Bauer et son homme de ménage, quoi. Mais genre, j'ai pas du tout eu de schéma amoureux. Les gens, ils ont tous un schéma amoureux. Oui, leurs parents, en fait. Je sais pas, mais moi, je vois bien, par exemple, que vu que j'ai grandi qu'avec ma mère, je trouve ça bizarre d'élever un enfant à deux. Tu vois, je suis comme, mais les gars, vous avez deux avis. Ouais. Trop chelou. Et donc, tu vois, c'est juste dans la projection. Donc, je pense que non, tout le monde a un peu des... Mais toi, du coup, c'est quoi ton schéma amoureux si toi aussi t'as grandi qu'avec ta mère ? Je sors avec des filles. Ah ouais. Non, en vrai, je sais pas. Mais ta mère, elle sort avec des filles ? Non. Oui, ça dépend. Ah ouais ? Ouais. Ah, c'est génial. Ouais. Girls died. Non, je sais pas ce que ça change, mais je pense qu'il y a un truc très je m'attends pas à ce que les choses elles durent pour toujours, quoi. Et je trouve que ça rend l'amour encore plus beau parce que je me dis juste on va rester ensemble tant qu'on en a envie. Exactement. Et c'est ça qui rend le truc fou, ouais, ça j'ai ça en commun avec toi, un espèce de truc où de toute façon ça doit être en tout cas, ça rentre pas du tout dans des schémas. C'est une chance, quoi. C'est genre, c'est une chance, ça arrive, mais ça peut être. Moi, par exemple, je me sens toujours un peu en instabilité. J'ai toujours un peu peur. J'ai jamais eu l'impression d'entrer dans une routine. C'est pas un truc qui appartient à la routine, quoi, le sentiment amoureux. Et pourtant, ça fait une éternité que je suis avec mon mec, hein, et la routine existe, mais le sentiment amoureux je sais pas, j'ai l'impression que c'est tout le temps un peu nouveau, quoi. Putain, c'est fou, ça. Ouais, mais peut-être que c'est complètement névrotique et que j'ai un problème aussi. Hein. Et je pense que c'est épuisant pour mon mec. C'est-à-dire que, tu vois... Pourquoi ? Parce que du coup, il y a des moments où tu peux faire des remises en question, comme par hasard tous les 28 jours, tu sais, et que t'es là, en fait. Je me demande si je suis cette personne-là, tu vois. Moi, j'ai toujours très, très peur de m'être trompée. À quel niveau ? De me dire, je me suis pas fait confiance. Tu sais, je trouve que par le passé, j'ai eu très peu de relations, mais j'ai eu des relations longues. Et je sais qu'il y a des gens avec qui je suis restée très longtemps, alors que j'étais déjà plus amoureuse au bout d'1 an et demi. Et que je suis restée pour des mauvaises raisons. C'est quoi tes mauvaises raisons ? Bon, j'adorais sa famille. Tu vois, mais bébé. Ouais, mais j'étais ado, donc tu vois, je préfère ta famille à la mienne, on est bien là-bas, c'est joyeux. Enfin, tu vois... Ou alors, par culpabilité aussi, de me dire... Tu vois, j'étais pas malheureuse, hein, mais je me disais, bon... Alors que je me dis, ça aurait été super que j'expérimente plus à cet âge-là.
si j'avais su. Puis je pense aussi complètement, truc d'abandon, là, tu vois, impossible de... Enfin, tu me quittais à 16 ans, c'est comme si tout le monde mourait, quoi. Mais bon, c'est aussi, on passe tous par des trucs comme ça, mais... Et donc, du coup, c'est vrai que je remets en question très souvent les choses. Pas lui, pas... D'ailleurs, très rarement mon amour pour lui, mais par exemple, notre dynamique de couple, tu vois. Genre ? Je peux très souvent dire à partir de maintenant, il faut qu'on fasse autrement sur ça, tu vois. Ce qui est basique, hein. Là, j'ai fait un truc, enfin, on s'est dit un truc qui est vraiment tout bête. Mais il y a 2 soirs par semaine, on doit vraiment sortir dîner pour se parler en face à face et discuter et rigoler et pas en faisant autre chose, ni en regardant un écran, ni en discutant avec notre fils qui est merveilleux. Enfin, tu vois, ni un sur son ordi, l'autre sur son truc. Juste, voilà, ouais, exactement. Un date. Et je me dis, c'est quand même hyper cool parce que l'autre jour, je sais pas, on a pris un petit déj, je sais plus où. Et on est reparti de là, chacun est parti bosser. Je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir... Genre, j'étais vraiment hyper contente et hyper amoureuse. Je me disais, c'était vraiment génial. Alors que c'est la personne avec qui je partage ma vie tout le temps. Donc, je vois pas pourquoi. Et en fait, ce moment était génial juste parce que c'était un vrai moment, tu vois, en tête à tête, à rigoler, où tu te souviens toujours pourquoi t'es amoureuse de cette personne. Alors qu'en effet, quand tu vis côte à côte au lieu de vivre face à face... Et ça se montre comment chez toi, l'amour ? Ça se montre comment ? Ouais, enfin, c'est con comme question, mais en fait, c'est tellement chelou comme émotion. Bah, moi, j'ai beaucoup de mal à Enfin, je sais pas si je sais le montrer, en fait. Je sais pas du tout. Je saurais même pas te dire... Non, mais même toi, comment tu le ressens ? Je sais pas. J'ai juste l'impression qu'il y a... Comme si à l'intérieur de moi, il y avait de la place vraiment pour 2 personnes, qui sont mon mec et mon fils, et que le reste, après, s'organisait autour. Comme s'il y avait toujours ce truc de noyau, quoi. Et qu'autour, après, il y a des petites choses qui gravitent, parce qu'il faut, parce que truc, parce que je sais pas quoi. Mais j'ai l'impression que c'est comme le truc qui fait tourner la machine, quoi. Enfin, que c'est un peu mon moteur, en fait, je sais pas. Et dans tout. Parce que... ça peut vraiment aussi me prendre la tête. Tu vois, je peux vraiment passer des journées anxieuses à cause d'un truc où je me dis, mais n'importe qui de stable se dirait, attends, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, je passe enfin, tu vois, je vais me balader et puis j'arrête de penser à ça, quoi. Toute ta vie, tu t'es beaucoup définie par tes relations amoureuses ou par tes relations tout court, amicales ou... Tu dis un moment dans le spectacle que quand t'étais ado et que tu te mettais avec quelqu'un, tu devenais cette personne-là. Que tu te je dis ça dans le spectacle ? Peut-être celui d'avant, celui-là ? Je sais plus. Oui. Je dis ça ? Que tu prends ses goûts et tout ? Je dis ça dans le spectacle ? Non, mais c'est vrai en plus, mais je me souvenais pas que je disais ça dans le spectacle. En tout cas, quand je l'ai vu, oui, si. Ah bon ? Ça se trouve, c'était une impro, non ? Non, attends, non, pardon. C'est un truc que t'as dit en interview et ce que tu dis dans le spectacle, c'est que t'as un avis différent selon la personne à qui tu parles. Influençable. Oui, que je prenais ses goûts. Oui, alors maintenant, je peux plus savoir parce que comme ça fait 15 ans, je sais plus si je suis ma propre personne ou si j'ai juste... s'il m'a absorbé au point que je devienne une sorte de fusion de lui, donc je sais pas. Mais à l'époque, mais après, j'étais hyper jeune aussi, donc... non, j'ai des trucs... Je suis un peu en fusion, mais aussi en amitié. Moins maintenant parce que je suis en fusion avec mon fils. Mais tu es donc un enfant de 8 ans. Voilà. Mais je vais le laisser tranquille bientôt parce que de toute façon, il ne voudra plus. Non, mais c'est vrai que j'aime bien les relations, j'aime bien l'exclusivité, j'aime bien ce qui est fusionnel, j'aime bien qu'on puisse créer, j'aime bien que ce soit spécial et que ça appartienne qu'à nous. J'aime pas trop me dire, ce que je partage cette personne-là, elle peut partager, tu vois, la même chose avec quelqu'un d'autre après. Enfin, j'aime bien que ce soit notre, je sais pas, rituel, moment et tout. Et donc, ouais, j'ai eu des meilleures amies très fortes, aussi très longtemps, et que j'ai toujours, enfin voilà. Mais de nouveau, il y a ce truc très de besoin de savoir qu'on t'aime, que t'es spécial. J'ai l'impression que c'est un truc qui revient vraiment en filigrane de tout ce que tu fais ou racontes. Ouais. C'est hyper narcissique. Non, Non, tu crois pas ? Non, je crois pas. Si je veux qu'on m'aime et qu'on me trouve spécial, c'est quand même un problème, quoi. Enfin non, mais peut-être que tout le monde Non, mais je crois que tout le monde un peu, en vrai. C'est juste que toi, tu parles davantage. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai pas envie que ce soit genre juste un peu médiocre et en papote, quoi. Enfin, tu vois, je trouve que... Enfin, j'ai envie que ce soit... T'as envie que les choses comptent, quoi. Oui. Sinon... Tu vois, on a suffisamment de gens pour bavarder, quoi. Mais peut-être qu'aussi, c'est une déformation professionnelle. On est tout le temps en tournée. Donc, tu te dis, on est en tournée, je suis pas là 3 fois par semaine, le week-end, j'ai envie d'être avec ma famille, et les 2 jours qui restent, j'ai envie de le passer avec une copine hyper proche pour vraiment parler. Tu vois, t'as moins... En fait, c'est plus que t'as moins le temps pour du... Tu crois aussi que c'est déformé par le fait qu'on a besoin que tout soit intense, sinon on ressent plus rien ? Moi, j'ai l'impression que ça, maintenant, les choses trop calmes, ça m'emmerde très vite. En plus, t'as arrêté de boire, non ?
Non. Ah, t'avais pas arrêté ? Non, je note toujours depuis 3 ans tout ce que je bois pour voir à quel point je pars en couille. T'avais complètement arrêté, moi aussi je note. Mais c'est bien. Ouais. Mais je pense que c'est juste qu'on a tous les deux des problèmes avec le contrôle et l'illusion de contrôle. Ouais. Mais toi, par exemple, tu vois un psy. Ouais. Et il t'a dit que t'avais un problème avec l'alcool ? Non, mais elle m'a dit que c'était bien que j'y réfléchisse, quoi. Ok. Parce que des fois, la raison pour laquelle je bois, c'est trop une fuite, tu vois. Et donc, non, maintenant, la définition de avoir un problème avec l'alcool, c'est flou, quoi. Ouais, c'est vrai. Toi, ta psy, elle dit que t'en as pas ? Non. Et toi, tu trouves que t'en as ? Non. Bah, nickel. Écoute, c'est super. Non, mais quand j'ai commencé à écrire les rouges bleus, les cases bleues, les cases roses, les cases bleues, les cases roses. Tu notes dans ton agenda quand tu bois, quand tu bois pas. Je trouvais que ça prenait trop de place dans ma vie, en tout cas. Et je me disais, à partir du moment où elle avait beau me dire, il n'y a pas de problème, je disais, si, il y a un problème, vu que j'y pense et que ça prend trop de place dans ma vie, que ça me fait culpabiliser, que ça me donne une mauvaise estime de moi, que j'ai peur pour ma santé, que je suis fatiguée, que tout ça. Donc, et puis que par ailleurs, quand il y a certaines personnes, quand je les vois sans alcool, je m'ennuie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais aujourd'hui, non, plus du tout. En revanche, quand tu parles de sentiment de vouloir vivre des choses fortes et à fond et tout, je pense que, c'est pour ça que j'ai lié ça quand je t'ai dit t'as arrêté de boire ou quoi, c'est que je pense que, mais c'est comme le tri, certaines personnes disent qu'elles le font quand elles commencent à plus avoir le temps et qu'elles sont mères. D'autres gens, quand ils ont arrêté de boire, ils disent, en effet, les trucs où on est juste là à parler de rien et à boire des coups et à la fin à s'enivrer en s'étant rien dit. Je crois qu'il y a toujours peut-être encore une obsession un petit peu de vérité ou de sincérité et de me dire c'est pas juste des moments qui viennent combler le vide, quoi. C'est juste des vrais moments. C'est quoi un vrai moment ? Un moment qui compte, qui m'apporte quelque chose, où je donne où je donne et où on me donne, où je sers à quelque chose. Enfin, pas grand chose, mais même écouter quelqu'un, tu vois. Même écouter quelqu'un. Tu vois, genre, je sais que des verres, on est là, on discute, et à la fin, t'es là, ok, on a passé 1 heure à bitcher sur tout le monde, et à dire, et blablabla, et t'es au courant, et tel ragot, et tel truc, je rentre chez moi, je suis déprimée. Je dis, en fait, j'ai vraiment perdu mon temps. C'est pas un truc de culpabilité ou quoi, parce qu'il y a vraiment des ragots qui m'ont beaucoup amusé, où je me dis, ok, c'était marrant, donc tu sais que ça. Alors, je sais pas si c'est lié au monde dans lequel on vit, qui est déjà suffisamment anxiogène et tout, mais je me dis, j'ai pas envie de ça, en fait. J'ai juste envie déjà, arrêtons de parler des autres. Ouais, je sais pas. Et c'est un truc qui pouvait m'amuser par le passé, plus. Mais j'ai l'impression que j'ai plus envie. J'ai envie que ce soit, je sais pas, j'ai envie que ce soit de qualité. Et pour revenir à l'alcool, toi, c'est pourquoi t'aimes boire quand tu bois ? Déjà, j'aime beaucoup le Bourgogne rouge. Genre le goût, quoi. C'est très sain, en fait, finalement, de juste aimer le goût. J'aime vraiment le goût. C'est la meilleure raison. Ouais. Et après, pourquoi ? Je crois que ça va dans mon espèce de truc aussi d'obsession à la joie, au plaisir, organiser des trucs. Pour moi, c'est synonyme c'est comme un feu de cheminée ou une belle table ou une nappe. Ça fait partie d'un espèce de décorum, je sais pas comment dire, de trucs un peu, oui, c'est un moment joyeux, un moment festif. Je pense que c'est des trucs aussi où quand j'étais petite, l'ambiance était un peu plombante, mère dépressive, un peu pas beaucoup de gens à la maison. Et j'ai des souvenirs, par contre, quand je suis au lit et que j'entends, et qu'il y a une fois de temps en temps, genre tous les 3 ans, 2 ans, un dîner ou une fête, et entendre des bruits de verre ou de voir des mégots dans un truc ou des adultes rire et tout, c'est un truc, je me souviens que j'aime beaucoup cette sensation d'être au lit et d'entendre que ça rigole et qu'il y a un peu la joie et la fête derrière, quoi. Mais disons que sur l'alcool, précisément, c'est juste que j'aime bien le Bourgogne et que j'aime bien le saké. Mais après, ce que j'aime bien l'ivresse, non, mais j'aime de moins en moins ça. Mais en plus, je suis hyper hypochondriaque, moi, donc ça me donne de la tachycardie et tout. Donc c'est pas, et puis de l'anxiété le lendemain et tout. Tu somatises de ouf, toi, l'angoisse ? Je sais pas. Comment on sait ça ? Je sais pas. Je sais pas, est-ce que je somatise ? Est-ce que j'ai un ulcère ? Qui sait ? Je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'un soir, j'ai vraiment cru que je faisais un AVC, mon corps était brûlant, mais brûlant en pleine nuit, et j'ai eu une tachycardie atroce, et j'étais seule la nuit, et genre vraiment, c'était atroce, et je me suis dit, plus jamais je savais pas si c'était l'alcool qui m'avait fait ça, apparemment c'est l'alcool qui peut faire ça, et c'est un nom. J'étais tombée en pleine nuit sur un site canadien qui expliquait que ce truc de feu, c'était genre les globules ou les vaisseaux je sais plus. Et bref, horrible crise d'angoisse, j'appelle SOS médecin, il me faut un électrocardiogramme et tout, et en fait vraiment c'était une crise d'angoisse. Je n'avais rien. Et d'ailleurs, j'ai arrêté d'avoir de la tachycardie dès que le médecin. Donc peut-être que je somatise. Je sais pas, je me suis réveillée en pleine nuit, j'étais trempée, j'étais brûlante. Et après, ça s'est transformé en crise d'anxiété parce que je me suis dit, ça se trouve, je suis en train de mourir. Et donc, du coup, j'ai commencé à créer tous les symptômes de la folie. Voilà. Tu stresses toujours beaucoup, toi ? Genre, t'as le trac encore ?
Ouais, mais j'ai un trac joyeux. Non, c'est pas vrai. Je dis n'importe quoi, je mens complètement. Toute la journée, je crois que je traque pas, mais je suis extrêmement fatiguée. C'est trac un peu dépressif. Genre, les jours où je joue, la journée, vraiment, j'ai juste envie de dormir, j'ai la flemme d'y aller. Genre, je comprends pas les gens qui arrivent à avoir une journée normale alors qu'ils ont joué le soir. Maintenant, je suis un peu plus obligée aussi, parce que... sinon, t'as pas de vie, quoi. Oui, j'ai pas de vie. Et puis même, pour mon fils, je vais pas être là. Non, maman ne fait rien. Elle joue ce soir, alors que tu vois... Enfin... Mais vraiment, je trouve ça dur. Enfin, vraiment, je passe des moments... j'ai besoin de... J'ai des gros moments où je suis genre abattue, fatiguée. Et par contre, une fois que je suis dans les loges, j'ai le trac beaucoup, mais joyeux. Donc là, t'es excitée, Non, je suis encore un peu... J'ai peur, mais j'aime bien cette sensation. Mais de quoi t'as peur ? Je sais pas. Tu sais, toi ? De quoi on a peur ? Je sais pas de quoi j'ai peur. Moi, de l'humiliation. Ah bon ? Je dirais parce que c'est quand même pas normal d'être seule à parler devant 1000 personnes. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer, je trouve. Arrête, c'est horrible ce que tu dis. Ouais, mais du coup, pourquoi t'as pas peur en avion, quoi ? Parce que là, je le verrais pas. Tu vois, tu meurs plus vite alors que si t'es seule. Mais moi, je fais souvent des cauchemars où justement, je suis sur scène et je sais pas ce que je dois dire, je sais pas pourquoi je suis là. Moi aussi, c'est horrible où tu dis n'importe quoi. Ouais. Et vraiment, cette peur. Et d'ailleurs, pour moi, un truc qui se passe vraiment super mal sur scène, ça m'est déjà arrivé genre en plateau au fin fond du Canada, machin, où genre je suis en train de me prendre un tunnel et là je me dis c'est exactement comme dans mon cauchemar, quoi. Je suis là à débiter devant des gens qui n'en ont rien à foutre. Et tu le dis du coup ? Non, mais je fonce. Et je me dis, ok, je fais ce que je dois faire, après terminer bonsoir, et puis après... En fait, des fois, c'est tellement gênant que c'est hyper drôle, en fait. Ouais. Parce que t'es là, mais personne ne souhaite être ici. En fait, c'est vraiment notre point commun, c'est ça qui nous lie. Donc voilà, et donc à partir du moment où tu dis ça désamorce tout, et ça y est, t'as gagné. Oui, mais c'est... Donc moi, j'ai vraiment ce truc de l'humiliation qui fait que... Mais franchement, je stresse pas tant. Moi, j'ai une peur physique, mais je me dis rien, je crois. J'ai juste vraiment... des palpitations, le ventre qui gargouille et un peu genre mal au bras gauche et à chaque fois je crois qu'il va m'arriver un truc. Mais oui. Voilà, mais en fait c'est vraiment physique, genre j'ai un espèce de truc comme si je devais sauter d'un plongeoir, tu vois. Un peu ça. Mais alors que tu fais ça depuis quoi, 15 ans ? Ouais, je pense à peu près. Mais c'est pas la même peur tout le temps. C'est-à-dire ? Au début, j'avais une peur, de l'humiliation, là, comme tu dis, ou de, en effet, pas être aimée, ou de me prendre un bide, ou de tomber sur un mec malade mental, J'avais le sentiment que j'arrivais chez des gens, je sais pas comment te dire. J'avais vraiment ce sentiment, il y a un truc qui a changé avec ce spectacle-là, ou l'âge, ou je sais pas quoi. J'avais toujours l'impression que j'arrivais chez des gens et que je devais leur faire le spectacle. C'est comme si toute cette pièce leur appartenait, qu'ils étaient tous ensemble en train de m'attendre et que moi je devais les faire rire. Là où maintenant j'ai l'impression que c'est eux qui viennent chez moi et donc ça c'est très agréable. J'ai l'impression de contrôler plus et de prendre plus de plaisir et de moins être là. Alors te justifier qu'en fait. Ouais. Donc la peur elle a quand même un peu changé. C'est quoi ton objectif quand t'as commencé ? Je crois que mon objectif c'était d'être actrice au tout début. Enfin je crois que je me disais, c'était pas d'être actrice, c'est que je voulais être actrice et qu'en fait il se passait rien. Et qu'à un moment, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me faire jouer moi, vu que j'ai plein de trucs à dire, je vais monter sur scène et puis je vais parler. Et comme, en fait, j'ai toujours voulu être indépendante, je me suis rendu compte que ça m'arrangeait bien, en fait, de tout faire toute seule, que d'attendre qu'on m'appelle, qu'on me désire, qu'on me veuille, que je sais pas quoi. Et que par ailleurs, des années après, quand je me suis jouer dans des trucs, je tourne pas énormément. Je tourne même assez peu, mais même quand je tourne dans des trucs que j'adore. Irma Vep, quand on l'avait tourné avec Asaya, c'était génial. Il y avait 100 jours de tournage, c'était merveilleux, ces trucs. Et j'ai tout aimé. Mais je me suis quand même dit, en fait, c'est pas le même métier, quoi. Ça remplacera jamais l'envie d'écrire tes propres histoires, de les dire, de monter sur scène, de raconter. Enfin, c'est pas du tout les mêmes moteurs, c'est pas du tout le même métier, c'est pas du tout la même. Et d'ailleurs, je trouve ça marrant comme les journalistes, je trouve souvent nous disent des trucs du genre. Et maintenant, ça va être le cinéma, tu sais, ou dès que t'as fait un peu de télé, ou dès que t'as fait des trucs, c'est genre, vous allez quitter la scène. Maintenant, c'est le cinéma comme si c'était le Graal. Oui. Alors que je trouve que c'est un métier tellement génial et noble d'être sur scène et d'écrire nos trucs et de raconter nos histoires. Moi, je trouve ça plus impressionnant perso que d'être comédien. Bah oui, moi aussi. Je crois que ça me stimule plus, tu vois. Bah moi, c'est juste que je suis plus intéressée par les auteurs que par ceux qui jouent. Ouais. Donc forcément, ça me parle par ceux qui fabriquent, tu vois. Même par exemple, moi je serais incapable de réaliser ou quoi, mais toi tu réalises et tout. En fait, je trouve que fabriquer, je dis pas, t'as des acteurs qui sont déments et qui fabriquent du coup en tant qu'acteurs des trucs déments et qui sont des interprètes fous et tout, mais c'est vrai que moi déjà je pense pas de cette truc-là. Et quand ce qui t'amuse et tout, c'est vraiment de fabriquer des choses. Je trouve qu'on fait un métier quand même beaucoup plus passionnant, en tout cas à mon goût, quoi. Et t'aimais déjà fabriquer des trucs quand t'étais petite ? J'aimais écrire. T'écrivais quoi ? J'écrivais des poèmes. J'écrivais beaucoup de poèmes.
Et j'écrivais un peu à mon journal intime, et j'écrivais à mon journal intime un peu mytho aussi. Genre, j'écrivais un peu pour en espérant que quelqu'un tombe dessus et m'adopte. D'accord. Ou me fasse tourner. Est-ce que tu sortais chez toi en étant genre méga pimpé au cas où il y avait un castor sauvage? De toute façon, j'étais méga pimpée à partir d'un certain âge, juste au cas où je croise un mec, quoi. Tellement j'étais genre obsédée à l'idée de plaire aux garçons. Je m'intéressais beaucoup aux garçons. Non, mais par contre, tu vois, je pensais pas au casting sauvage, mais finalement peut-être inconsciemment, parce que je me souviens que je me vois prendre des pauses dans le métro en espérant que quelqu'un me repère. Je me le formulais pas comme casting sauvage, mais peut-être que c'était ça que je cherchais. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Non. Il n'est pas trop tard. Tu prends toujours le métro? Ouais, parfois. Et ben voilà. Particulièrement la ligne 8. Ben, il t'attend sur la 8 actuellement. Tes journaux, tu les as tous jetés? Ouais. Il me semble. Ouais. Et tu dis quelquefois en interview que dans ta famille, on est du genre à jeter toutes les choses, les doudous, les trucs. Et que aussi ta mère parle assez peu de son passé. Mm-hmm. Ça veut dire que t'as un peu démarré genre comme une page blanche. Ouais. En vrai. Ouais, complètement. Les doudous, c'était pire que ça. Elle les mettait dans son placard, c'était le paradis des doudous, et ils étaient morts soit du VIH, soit du cancer. C'était terrible. Attends, quoi? Ouais, parce qu'en fait, j'arrachais les poils de mes peluches quand j'étais petite, et les poils, je les mettais près de mon nez. Ça me faisait j'adorais, quoi. J'ai continué à faire ça adulte très longtemps. Parfois, il y a des gens qui me connaissent encore aujourd'hui, qui m'ont vu me balader avec un poil d'Alf, par exemple, dans ma poche, quoi. Quand j'ai commencé sur scène, j'avais toujours un... Mais bon, bref, j'arrachais les poils de mes peluches. Voilà. Et je crois qu'à la fin, ma mère en avait marre quand ils étaient vraiment tout chauves et que je les tenais par le cou et que, tu sais, il n'y avait plus que le... Enfin, que c'était... Une carcasse, quoi. Voilà. Elle les foutait dans son placard et on me disait, voilà, il est mort du VIH ou il a eu un cancer. Mais qui dit à un enfant, ton doudou est mort du VIH? Je ne sais pas. Conchita, Roberto, Coin. Il y en a deux qui ont eu un cancer. Ouais. Il y en a deux qui ont eu le cancer, sachant que mon père était mort d'un cancer et que ma mère a eu un cancer quand j'ai eu 15 ans. Mais elle s'en est remise. Mais c'est vrai que tout ça est très étrange. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Ça t'angoisse ce que je raconte? Je parle à mon chat, disons-le à nos auditeurs. Non, c'est à moi, je vous jure, il n'y a pas de chat, Putain, mais qui fait ça? Je sais pas, mais c'est un peu drôle. Mais c'est hilarant, mais ça explique beaucoup de choses. Peut-être, ouais. Ouais. Ah, waouh. Ouais. Mais attends, comment j'en suis arrivée à parler de ça? Une page blanche. Oui, non, mais c'est vrai que voilà, donc j'ai l'impression que j'ai pas pu... Et puis tu sais, mes grands frères et grandes sœurs, en fait, mon père est mort, j'avais 1 an et demi, et au-dessus, c'était genre 5, 10, 14, un truc comme ça, à peu près. Et donc, moi, je me suis toujours, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours grandi, parce que tu sais, à l'école, quand sur les fiches, là, profession du père, profession de la mère, et qu'il fallait barrer, écrire des CD et tout. En plus, ma mère avait vraiment fait elle m'avait dit, tu fais comme ça, et elle avait fait une énorme croix, il y avait écrit des CD en énorme, en lettres capitales, en diagonale. Et je me dis, il y avait un côté hyper dramatique, je sais pas pourquoi il fallait l'écrire comme ça, donc à chaque fois, je l'écrivais comme ça, en énorme. Et donc, c'est vrai que forcément, les copains d'école ou les instituteurs étaient toujours genre, c'est ma peau, normal, quoi, avec beaucoup d'empathie et voire de pitié, ou je sais pas ce que c'est exactement le sentiment, mais de l'empathie, de la tendresse. Et je crois que je détestais tellement ça que je me justifiais tout le temps par cette phrase, mais que je pense que j'avais dû entendre, mais que je répétais tout le temps et que je ressentais un peu, où je disais, oui, mais attention, moi, j'ai pas souffert parce que j'étais la plus petite, donc je m'en suis pas rendu compte, donc j'ai pas souffert. Et donc, comme j'ai grandi un peu en opposition de genre, l'histoire dramatique de la famille ne m'appartient pas complètement, moi, j'ai pas de souvenir de lui. D'ailleurs, on parlait très peu de ça et c'était chacun quand même devait se débrouiller, comme je pense dans toutes les familles où il y a un peu un drame qui arrive et que bon, à un moment, chacun trace sa route, quoi. Comme j'ai l'impression de pas avoir cette espèce d'héritage ni du père, ni culturel, ni de la souffrance commune qu'ils avaient peut-être tous partagée, et moi je pense que je l'ai dû avoir, mais autrement, que du coup, oui, je me suis toujours dit, oui, je me suis un peu inventé un monde, quoi. Ça veut dire que t'avais même pas l'impression d'avoir la légitimité d'être triste? Je me disais qu'en tout cas, non, par rapport à eux, moi, il fallait quand même que je sois un peu plus... que c'était quand même moins triste pour moi. Je me disais que pour eux, c'était vraiment horrible. J'ai été triste plus tard, tu vois, des années plus tard. Quand je me suis autorisée à me dire, c'est quand même fou de... Je pense que j'ai tellement, en effet, tracé ma route en me disant, tu as moins souffert, que je m'étais même pas posée. En fait, je m'étais construite comme avec un petit rempart autour, à me dire, moi, ça va, il y a pire. Et puis, de toute façon, ça servait à rien de se lamenter ou de ce truc, vu que ouais. Et c'est quoi qui a été le déclic quand t'as accepté que tu pouvais être triste? Je crois même pas qu'il y ait eu de déclic. Je crois juste qu'à un moment... Non, mais déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait des périodes dans l'année où, en fait, que tu veuilles être triste ou pas, t'as une sorte de mémoire du corps
Et qu'en fait, quand j'en ai parlé un peu à ma sœur et tout, je sais pas quoi, de ma famille, on s'en rendait compte qu'on était tous un peu déprimés au même moment et que c'était le moment de sa disparition à mon père. Donc je pense qu'il y a des trucs où que tu veuilles ou que tu veuilles pas, en fait, il y a des choses qui te rattrapent, des sensations, des trucs et tout. Et puis aussi, quand j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que j'avais des points communs avec lui, quand j'ai senti pour plusieurs raisons, à différentes occasions, que je pouvais lui ressembler et que j'ai senti un truc d'appartenance plus fort, là où je pense qu'ado, j'étais juste en train de vouloir juste me construire, et qu'après, quand j'ai senti des trucs, vraiment, genre que vraiment il me manquait, tu vois, comme un truc de genre, j'aurais adoré en fait passer du temps avec cette personne et tout. Ben, je me suis dit, oui, tu peux ressentir ça, mais ça a été à la fois, c'est pas un truc de genre, je me suis dit j'ai le droit d'être triste parce que je crois que j'ai toujours su que j'avais le droit d'être triste ou quoi, mais c'est plus que j'ai peut-être aussi arrêté d'être triste. Je crois que c'est quand mon fils était tout petit et que, tu sais, les enfants posent des vraies questions, quoi, et qu'ils te disent « Ah ouais, mais t'as dû être très triste ». Tu vois, toutes ces questions où tout à coup, t'es là genre à fuir au départ. Et en fait, je sais plus qui disait, de toute façon, c'est les névroses non guéries des parents que tu transmets. Donc, il faut nommer les choses, il faut dire les choses et tout. Et je me souviens que moi, j'étais tellement névrosée par rapport à la mort que, par exemple, quand je disais des contes pour tout petits, tu sais, même avec les 3 petits cochons et le loup qui meurt avec le cul brûlé. Les petits cochons, ils ont le cancer. Voilà. Ils sont morts du cancer et du VIH. Non, pas les joues, j'arrivais même pas à dire, genre, tu sais, dans toutes les histoires où le méchant meurt à la fin, moi, je ne pouvais pas employer le mot, même de... Ils l'ont tué, il est mort, il est je sais pas quoi, ils sont allés... le méchant est mort, je ne pouvais pas, même si c'était le méchant. Donc, j'arrêtais toujours tous les contes par « et le loup a disparu ». Et en fait, ce qui est hyper anxiogène, à la fin, juste les gens disparaissent, tu sais pas où ils sont passés. Je n'arrivais pas à terminer les histoires comme ça. Et à chaque fois, je ne voulais pas aborder ce sujet. Mais même quand en plus, c'était très drôle, même dans des trucs hyper naïfs où ils me disaient « en tout cas, si toi, tu meurs », et je lâcherai. Et à un moment, en fait, je me suis dit « non, mais en fait, il faut vraiment se confronter à ça parce que c'est super que ce soit pas un tabou et de pouvoir en parler, très simplement et tout. Et je pense que du coup, c'est sorti d'une espèce de truc qui n'appartenait qu'à moi et à une espèce de monde secret dans ma tête et de pensées magiques et de vœux et de pensées. D'un coup, il a fallu nommer les choses beaucoup plus concrètement, tu vois, même sur la peine que j'avais ressentie, sur le fait que je le connaisse ou pas. En fait, juste de partager ça avec lui, avec mon fils, je pense que ça a été un truc qui a rendu les choses plus normales, plus claires. Tu disais démarrer d'une page blanche et t'as dû te construire un peu un monde, c'est-à-dire je pense que comme le présent m'intéressait pas trop, je m'ennuyais au présent, que du coup je crois que en fait j'étais que dans la projection tout le temps. Donc j'avais très très hâte de travailler, d'avoir un métier, d'habiter toute seule, mais vraiment depuis que je suis toute petite. Et donc du coup, je crois vraiment que je tenais à... Donc à 6 ans, tu fantasmais ton salon de quand tu serais grande. Ouais. Ouais, je comprends. Toi aussi ? Je faisais ça de ouf. Ah, c'est génial. Moi, je faisais genre, mon père, il bossait dans un resto. Ouais. Et moi, j'avais juste aidé à débarrasser des trucs. Et il y a des gens, ils m'avaient donné genre 50 centimes. Et je m'étais dit, si je fais ça assez de fois par semaine, je peux avoir tel montant. Et donc, sur un mois, sur un an, ça donnerait ça. Et j'étais en mode... Moi, la conquête du monde. J'étais macroniste. Tu faisais de l'immobilier à... Ouais. Et il y avait un truc de projection de plus tard... Ouais, mais moi aussi, complètement. Mais j'avais très fort ce truc de fantasmer, être ado, se barrer. Hâte de la vie d'adulte. Je fantasmais de fuguer. Oh là là. Ah ouais ? Alors que vraiment, ça allait à la maison, quoi. Mais c'était juste là, imagine, tu repars de zéro. Ah ouais. C'est ouf. Ah oui, donc t'étais quand même plus... Moi, j'avais pas ce truc de fugue. Mais parce que je pense que j'aurais eu peur qu'elle pète les plombs, quoi. Il y avait oui, c'est... Mais par contre, te dire après ça va m'appartenir et tout sera comme je veux, même si évidemment en grandissant tu te rends bien compte que tout n'est pas comme tu veux, mais quand même, il y a quand même un truc. Je pense que c'est pas pour rien qu'on fait ce métier, de se dire, quand on a quand même une chance folle, quoi. On écrit un truc, on sait qu'on est dépendant de très peu de choses. Pour après, si on a envie d'aller le dire. Moi, c'est pour ça que, par exemple, le cinéma, l'écriture de séries, je sais pas si t'es dedans en ce moment, de trucs, je sais pas quoi, je trouve ça vertigineux. Je me dis, mais comment tu peux avoir un investissement aussi fort sur 2 ans en étant dépendante de 70 personnes, en sachant même pas si ça verra le jour un jour, si ce sera monté, finançable et tout. Que je me dis, nous, ce métier, quand même, qui est d'un concret, d'écrire un truc, tu le dis, au pire, les gens rigolent pas. Bon, franchement, c'est trop bien. C'est le pire qui puisse nous arriver, c'est que les gens rigolent pas. Ouais, c'est quand même trop cool, quoi. Ouais. Ou de plus savoir écrire, quoi. Mais bon. T'as peur de ça, toi ? Non. Et toi ? Non, enfin... moi, je me dis, c'est pas grave. En ce moment, je suis dans la phase de... Là, je termine la tournée, il reste 6 mois. Après, je sais pas, j'ai l'impression qu'en stand-up, j'aurais plus jamais rien à dire. Et pour l'instant, ça me stresse pas du tout. Je suis en mode, tu sais quoi, je ferai d'autres trucs. Mais quand est-ce que je vais le voir, moi, ton spectacle ? Le 2 janvier à l'Olympia, Nora. Ah, génial. Attends, je regarde tout de suite si je suis là. Trop bien.
Non, c'est la seule date qui reste à Paris, là. Mais je peux... c'est complet ? Ou que non. Ou que non. T'as bien raison de le dire, moi non plus, c'était pas du tout complet. Et toi, t'avais genre 3 dates, 4 dates ? J'avais 4 dates. C'est différent, hein. Mais j'avais 5 dates. On en a réduit à 4 parce que j'ai eu trop peur. Et fermé une date. Ouais, j'ai eu trop peur. Est-ce que tu prends ça comme une attaque personnelle quand 100% des sièges ne sont pas remplis ? Oui et non. Non, parce que après, j'arrive à me dire, attends, j'ai fait 13 folies bergères, donc je le prends pas comme une attaque personnelle. En revanche, je me dis toujours, mais qui sont ces gens qui disent sold out à l'avance et où moi je suis là jusqu'à la veille, tu vois, à regarder si ça a augmenté et à être sur le site du plan de la Fnac à me dire, attends, il reste les places sur ce côté-là et tout. Donc, je me dis, tu vois, c'est aussi ça, c'est l'endurance et le stress, c'est aussi, tu vois, ce métier-là, il est quand même... Vraiment, la majorité de ce métier, je trouve, c'est stresser que les gens ne viennent pas. Bah oui, mais parce que moi, mais aussi, il faut dire, je trouve que, tu vois, nos producteurs, enfin, les gens qui nous ouvrent ces dates sont très optimistes. Moi, à chaque fois, je suis qui sont tous ces... Enfin, je savais même pas qu'il y avait autant de gens, déjà, tu vois. Donc, enfin, je sais qu'il y en a au spectacle des autres, mais... T'es jalouse des gens qui remplissent vite ? Non. Je crois que franchement, je suis plus du tout jalouse de rien. Ah ouais ? Je suis peut-être jalouse de la confiance en soi que certaines personnes... Je trouve qu'il y a des gens qui sont très contents d'eux. Et je me dis, ça doit être vraiment une joie. Qui renvoient l'image d'être vraiment très contents d'eux-mêmes. Et je me dis, ça doit être une joie. C'est des gens qui montrent pas beaucoup qui doutent. Mais après, j'ai quand même plus de tendresse pour les gens qui doutent. Donc, et je trouve que c'est plutôt joli de montrer qu'on doute. Et parfois, d'ailleurs, je me dis, attention, n'oublions pas pourquoi on fait ce métier, quoi, et à qui on s'adresse. Et quand même... C'est important de rappeler que nous aussi on a des doutes parce que si on se montre tous puissants, trucs et tout, est-ce que finalement c'est si... Mais c'est compliqué parce que genre, je pense souvent à ça en promo parce qu'en promo je sais jamais comment je dois répondre. Est-ce que je suis là pour promouvoir le spectacle et donc dire à tout le monde que ce que je fais en fait c'est génial et donc venez vraiment nanana, ou est-ce que je suis en mode montrer la vraie personne que je suis, quoi. Et vraiment c'est pas du tout les mêmes personnes, hein. Et je trouve ça très compliqué de... Et t'as exploré lequel des deux pour l'instant ? Ça dépend des types d'interviews. Si c'est des trucs très courts, je vais aller full efficacité. Si c'est des trucs plus longs, là, je sais que je peux me permettre quand même d'être un peu plus, un peu plus chill, quoi. Mais je pense qu'il faut quand même montrer régulièrement qu'on y croit de ouf, parce que sinon, on n'y croit pas. Enfin, si on n'a pas l'air d'y croire à fond. En ce moment, il y a tellement de spectacles, tellement de gens à aller voir. Trop de gens. Mais en vrai, alors t'as déjà dit ça en interview, mais même pour moi qui ai démarré il y a 5-6 ans, j'aimerais pas commencer maintenant. Hein, putain. Non. Mais c'est sûr. Mais déjà, entre le moment où on s'est parlé, c'était il y a 5 ans. 4-5 ans, ouais. Et là, c'est sûr que déjà, c'est fou. Ouais, c'est fou. Non, mais ça va hyper vite. Mais par exemple, tu vois, je trouve que parfois, il faut faire gaffe à des trucs. Parfois, on a envie d'images chiadées, de trucs beaux, de trucs très produits. Et moi, c'est une question que je me pose de plus en plus, ça. Je me dis, attention aux trucs aussi que t'aimes depuis le début. Tu vois, quel est le truc un peu bricolé que t'aimes dans ce métier ? Quelle est la zone de fragilité de ce truc, de ce métier ? Tu vois ? Je me dis évidemment que parfois j'ai envie de poster une photo de moi où je me trouve juste trop belle et que je sais pas quoi, mais je me dis il faut pas oublier qu'à la base tout ce métier il est quand même né de complexes, d'un inconfort social, de pas trouver sa place complètement dans ce monde ou de je sais pas quoi. Et je me dis il faut quand même, c'est le seul truc où je me dis toujours faut garder ça en tête tout le temps. Donc et je suis toujours étonnée quand parfois, j'ai l'impression, donc je suis pas jalouse, je m'interroge parfois. Mais en même temps, peut-être que c'est ça qui marche aussi. Mais je me dis, j'ai l'impression qu'on montre un peu moins notre vulnérabilité. J'aime pas tellement en plus ce mot, mais alors que c'est un métier qui doit, pour moi, naît de ça. Et qu'on montre un peu trop notre puissance. Or, on n'est pas des rappeurs, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Pas encore. Pas encore. Je capte, mais t'as l'impression que ça marcherait ? Je sais pas, moi, parfois, je suis hyper impressionnée par des bandes annonces que je vois ou des photos très belles. Mais après, tu sais, c'est ce fameux truc, ça me fait penser à tu vois, j'en parlais à mon mec et à mon meilleur pote l'autre jour, et il me disait, mais c'est ce fameux truc qu'on apprenait en cours de marketing. T'as le savoir-faire et le faire savoir. Et le faire savoir, c'est tellement chiant, en fait. Ouais. C'est deux métiers différents, quoi. Voilà. Et donc, je sais pas quoi penser de tout ça, en fait. Je sais pas du tout, mais je sais que je trouve que les réseaux sociaux n'ont pas fait que du bien à notre métier. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y en a de plus en plus. Après, il y en a peut-être de plus en plus des plus drôles, des trucs et tout, mais j'ai l'impression que... J'en sais rien. Je me dis juste, moi, en tout cas, attention à ne pas vouloir être de juste vouloir montrer le succès, juste vouloir montrer que je peux être jolie, juste vouloir montrer que telle salle est complète, parce que finalement,
crois que mon public, il en a rien à carrer de tout ça. Enfin, après, peut-être que ça peut en attirer d'autres, ou que, tu vois, j'en sais rien. Donc, je trouve que c'est très compliqué, en effet, de communiquer sur un succès ou non, sur ses doutes ou non. Après, l'autre jour, quand j'avais mes 4 ou 5 Olympias, là, et que j'étais sur France Inter, et qu'on me dit, et que je sais plus qui dit, d'ailleurs, ils sont complets, je dis, ah, pas du tout. Et j'ai été obligée de le dire. Je dis, c'est pas du tout complet. Ouais, mais c'est dur de pas passer pour un immense loser. Bah oui. Ou pour un mec ou une meuf hyper prétentieuse. Et après, j'étais là, mais je suis con et tout. Et il y avait Alex Cominec qui m'a dit, bah non, t'es pas du tout con, t'as très bien fait. Enfin, ils m'ont dit, en fait, tu l'as fait d'une manière hyper cool, d'autant plus que on se doute bien que t'es pas vide, mais que c'est juste ton angoisse, ou je sais plus comment ils me le disaient. Et je me disais, en fait, en effet, on gagne quand même tous à être honnête sur ce truc-là, tu vois. Enfin. Tu t'aimes bien en photo ? Ça dépend. Parfois, je m'adore, et du coup, quand je m'adore, je trouve que ça me ressemble pas en vrai, donc je suis là, ça s'en dirait même pas moi. Et quand je me trouve moche, évidemment, je trouve que ça me ressemble. Enfin, tu vois, c'est toujours une manière d'être pas contente. Mais il y a des photos, oui, il y a des photos, ça dépend. Des photos, s'il y a une bonne lumière, un bon truc. Il y a des photos, je m'aime bien, des photos, je m'aime pas. Très vite, tu as un truc avec la beauté. Ta mère était première dauphine, je crois, Liban, c'est ça ? Est-ce que ça t'a un peu matrixé sur il faut toujours être belle, il faut toujours... non ? Bah, non, parce que moi, ado, j'étais vraiment très dans le truc de vouloir être belle, plaire et tout, gna gna gna. Puis je me sentais, je crois, assez bien dans ma peau, autant qu'une fille de 16-20 ans peut l'être, quoi. Donc, c'est-à-dire avec des tonnes de complexes et beaucoup de cache-boutons, mais tu vois, voilà. Mais bon, tu vois, à partir du moment où j'ai eu des seins, j'ai eu confiance en moi, j'étais contente. J'étais là, c'est bon, t'es prête à affronter le monde et tout, je trouvais ça super. Et je crois qu'après, j'ai commencé à perdre totalement confiance en moi quand j'ai commencé à faire un boulot chiant, avant de réussir à gagner ma vie du stand-up et tout. Parce qu'en fait, je me sentais inutile et j'avais aucune envie d'être désirable pour aller travailler dans un bureau, et que même moi, je me trouvais nulle, donc j'avais pas trop d'estime de moi, donc je me cachais beaucoup dans des vêtements gris, trucs et tout. Et puis après, très vite, j'ai été invitée à la télé, invitée à faire des chroniques télé, genre chez Canal et tout. Et là, pour moi, ça a été très, très dur, parce que pour moi, Canal, c'était vraiment un truc de belle meuf, entre la pin-up, tu sais, chicha, et puis après les Miss Météo, les trucs et tout. Et donc moi, je me disais, je veux vraiment pas du tout jouer du truc de la fille qui a trop essayé, quoi. Je veux pas jouer ce truc de séduction, donc j'arrivais beaucoup en sweatshirt, lunettes, en me disant, au moins, tu vois, on pourra pas me critiquer là-dessus. Il vient de là, le perso chignon, vite fait, lunettes ? Un peu, ouais, de là et de la scène. Mais la scène, j'ai toujours aimé être très confort. Donc, tu vois, c'était encore autre chose. Je m'attachais les cheveux parce que voilà. Et puis, j'étais myope. Donc, je mettais chignon lunettes et je me disais, au moins, on m'identifiera comme ça, comme un cartoon. C'est qui ? C'est la fille qui a les lunettes et le chignon. Donc, ça, pour le coup, je l'avais un peu. Et après, à la télé, j'ai pas eu envie de. Là où normalement, c'est un truc où, en effet, on a du stylisme, on a des maquilleuses et tout. Moi, au début, je n'arrivais pas. Enfin, j'étais vraiment. Je voulais pas me lâcher les cheveux. Je voulais pas enlever mes lunettes parce que j'avais l'impression que j'allais être dans une forme de séduction. D'ailleurs, c'est pas ce que je savais faire et je me trouvais pas assez belle pour ça. Enfin, les filles pour moi qui représentaient ça à la télé, c'était des mannequins, quoi. Donc j'avais pas. Et puis je trouvais que ça n'allait pas avec l'humour. Enfin, je sais pas, j'arrivais pas. Ça va pas avec l'humour d'être cute ? Bah, en tout cas, ça. Je sais pas, moi, je me trouvais moche, en fait. Je me trouvais ça. En fait, ce qui va pas avec l'humour, c'est de vouloir séduire, je trouve. D'être mignonne, c'est autre chose, mais d'être dans la séduction et de vouloir faire un effort pour plaire. Tu vois, moi, j'ai l'impression que le seul moment où je me soucie pas du tout de plaire, c'est sur scène. J'en ai rien à foutre. Ah ouais ? Ah ouais, pas je du trouve tout. Et pour le coup, je peux avoir des photos où j'ai genre un quadruple menton et des 0 L. Je suis là, bah ouais, mais tu sais quoi, je suis en train de parler, je suis sur scène, je suis pas là pour t'exciter, là. Parce que là, je vois parfois sur mes vidéos, il y a un gars qui est là, elle critique les garçons, encore faudrait-il qu'elle soit baisable. Et je suis là, mais en fait, je ne suis pas du tout là pour t'exciter, Francis. Donc sur scène, je m'en cogne. Mais à la télé, je trouve ça très différent. Et puis à la télé, il n'y a pas plus qu'à télé. Tu peux recevoir des critiques sur ton physique, sur ton truc et tout. Donc pendant longtemps, ce truc-là était très compliqué pour moi. Et puis un jour, j'ai croisé un mec dans la rue qui m'a dit, tu sais, en vrai, t'es moche. Le mec face à face ? Et il m'avait reconnu dans la rue. Je me souviens, c'était un soir, je me baladais dans le 20e et un gars me dit ça. Et en fait, je sais que ce qui m'a le plus choquée, c'est que dans ma tête, je me suis dit, putain, c'est dégueulasse, j'essaye même pas en plus. Tu vois, je trouvais ça injuste de me dire ça. Je me disais, pourquoi il me dit ça ? C'est pas comme si j'essayais de jouer à la bombe ou à je sais pas quoi. Donc j'avais, je sais pas, une espèce de vieux truc que je trouvais très violent par rapport à l'image de soi, où tout à coup, fallait comme se justifier d'avoir sa place à la télé. Ouais, je trouve que le physique, c'était un truc, voilà. Et puis, en effet, à cette époque, ma mère, parce qu'en fait, c'est partie de ma mère qui était première dauphine et tout, en effet, ma mère ne commente que mon physique. Là, ça a un peu passé.
Mais vraiment, à une époque, c'était ah bah t'étais jolie, ah t'étais un peu gonflée, tu as pas mangé un peu salé, tu sais t'étais pas moche à côté d'elle, hein, t'étais pas mal finalement, tu ne démérites pas à côté. Enfin, t'es là genre oh, j'en peux plus en fait que tu me parles de mon physique en permanence. Vraiment, je fais de l'œdème quand je vois ma mère. Enfin vraiment, une heure avant de la voir, je commence à gonfler et tout. Son regard sur moi, alors elle a beau me dire, elle me dit qu'est-ce que tu es belle, j'entends l'inverse, je sais que c'est pas de sa faute, c'est parce qu'elle, enfin tu vois, sans doute qu'elle le pense. Mais en fait, ça prend trop de place. J'ai fini par lui dire, ça ne m'intéresse pas. Je veux plus que tu me parles de mon physique, même pour me faire un compliment, ça ne m'intéresse pas, en fait. Mais elle parle pas que de mon physique, elle parle du physique des gens. Enfin, elle parle du physique. Hein. C'est vraiment, elle commente les physiques des gens. T'es là, c'est pas intéressant. Donc, et ce rapport-là, pareil, à mon physique et tout, a changé récemment. Enfin, récemment. Pareil, je pense depuis que je suis mère. Enfin, comme quoi, tu vois. Et puis aussi la quarantaine, un peu. Tu vois, franchement, en crise de la quarantaine totale. Moi aussi j'ai le droit d'être sexy, tu vois, enfin vraiment d'où les cuissardes et de un peu me réapproprier ces trucs-là et de me dire en fait voilà, c'est pas pour plaire à monsieur machin truc, telle chaîne de télé ou tel public ou tel téléspectateur, c'est juste moi et moi-même et c'est cool, voilà, de pouvoir être ça, mais j'aime bien pouvoir être tout ça à la fois. J'aime bien pouvoir me dire, je peux essayer d'être canon et de me faire canon et de me trouver canon parce que je suis bien éclairée et que je porte des vêtements qui coûtent un peu cher et que j'ai payé une équipe pour me maquiller, comme je peux me trouver mignonne parce que je suis sur scène et que je suis trop contente d'être sur scène, même si je sue et que... En fait, ce qui moi, me rendait pas bien, c'est pas heureuse, c'est le malaise, quoi. C'est de sentir que on t'a déguisé en quelque chose ou que t'essayes d'être quelque chose ou que t'essayes de plaire à quelqu'un ou à quelque chose et que la vie des autres compte trop. En fait, je commence à en avoir un peu rien à foutre, je crois. Mais je crois que c'est aussi né de, tu vois, par exemple, les premiers festivals de cinéma que j'ai fait, j'avais trop de mal. Genre, la première fois que je suis allée à Venise pour le film d'Assayas, et une fois d'après où je suis allée à Cannes pour Irma Vep pour Assayas, mais je sais plus, entre-temps, j'étais allée pour Parisaire ou je sais pas quoi. Et bref, à chaque fois, c'était une galère de m'habiller. J'avais l'impression que c'était humoriste, tu trouves pas de sable, quoi. Ouais, bah personne veut t'habiller déjà. Ouais. Donc t'es là, bon, bah en fait, je suis une grosse plouque, j'ai pas le droit. Et quand tout à coup, il y a des maisons ou des créateurs qui ont voulu m'habiller, bah j'ai trouvé ça trop cool. Et je me suis dit, c'est cool. Bah, déjà, c'est sympathique. Merci de me dire que tu t'aimes aussi ce que je fais, même si je suis pas la bouche en cœur et la jeune première dans un film d'auteur français tout le temps. Enfin, là, pour le coup, c'était un film d'auteur, mais bon, j'ai 40 ans. Enfin, c'est agréable. Et tu vois, il y a un espèce de truc, enfin, je milite pas pour ça parce que j'en ai rien à faire, mais par exemple, je trouve que t'as plus de mecs humoristes où c'est chic et où ils sont invités au défilé, blablabla. Et nous, je sais pas qui on est, en fait. Je sais pas pourquoi les femmes... Il y a quand même un truc encore sur... On a beau dire... Enfin, tu vois, oui, tout change et tout, mais... oui, les je pense femmes, que l'humour chez les mecs, ça reste un truc d'avoir le pouvoir. Ouais. Chez les meufs, c'est un truc de... Vu qu'elle est moche, elle a fait des blagues. Je sais pas, ouais. Il y a un drôle de truc, quoi. Ouais. Et après, pour autant, je me dis, par pitié, tu vois, n'essayons pas de se transformer en égérie, je sais pas quoi, parce que c'est pas notre rôle, tu vois. Mais ce que je trouve génial aux États-Unis, je trouve que t'as vraiment des meufs qui sont géniales et qui n'essayent pas de se déguiser, tu vois, que ce soit de Céleste Barber ou Amy Schumer ou même Ali Wong et tout, c'est vraiment leur propre nature qui est mise en avant. C'est pas tout à coup, je vais pas faire semblant d'être Adèle Exarchopoulos demain, en fait, je suis pas Adèle Exarchopoulos, donc je trouve sublime par ailleurs, mais c'est pas le sujet. C'est genre, c'est cool de rester quand même, de trouver ça à son endroit d'identité et d'être cohérent, quoi. Ouais. J'aimerais revenir sur un truc dont on parlait tantôt, le fait de montrer les doutes et tout. Ça, j'étais assez étonnée quand t'as pas eu le Molière de l'humour. T'as parlé de ça dans ta newsletter. Ouais. Et où justement deg. Mais c'est rare d'admettre ça, qu'on est dégoûté de pas avoir gagné quelque chose. Surtout que pour moi, t'étais quand même favorite. Mais pour moi aussi. Non, j'étais pas favorite parce que... Non, franchement, j'ai l'impression qu'on était tous favoris. On était un peu tous favoris. Tous les scénarios étaient possibles. T'avais un truc où c'était genre, moi je m'étais dit, c'est Walidia, il est beaucoup plus engagé que tous les autres. Il a un propos, il a un truc. Bérangère, je me disais... Enfin, t'avais l'impression que c'était la com autour de sa production avait l'air de dire. Déjà. T'avais l'impression qu'elle l'avait déjà. Et puis par ailleurs, je crois, pour le coup, je l'ai pas encore vu son spectacle, mais que c'est le meilleur de ses spectacles. Donc je m'étais dit c'est son moment, c'est là. Et puis elle avait l'air en confiance aussi, quoi. Et Mirabel, Paul, que j'aime beaucoup, je me disais c'est une star. Donc c'est comme, statistiquement, c'est une star. Donc et après je m'étais dit moi, je suis un quart. En fait, ça se trouve, c'est moi qui ai le moins de voix, tu sais quoi. J'étais trop curieuse, que j'ai demandé à avoir le nombre de voix. Mais c'est horrible, ça. Pourquoi ? Attends, j'avais envie de savoir. J'ai jamais su. Tu peux pas savoir. Ah, tu peux savoir. Non, ça m'intéressait vraiment de me dire, parce que tu sais, à un moment, tu commences à faire, parce que,
En fait, la première année où j'ai pas été nommée, j'étais dégoûtée et j'ai appris que c'est parce que je n'avais pas déposé mon dossier. En fait, pour être nommée, il faut déposer un dossier. Tu savais ça? C'est quand même fou. Moi, je savais pas. Mais c'est à ta prod de le faire. Bah oui, mais il m'avait dit pardon, je croyais que tu t'en foutais. Je savais pas. Non, après, j'ai dit bah non, je m'en fous pas. Il me dit ok, l'année d'après, on le fait. Et donc, l'année d'après, j'ai été nommée. C'était le Covid, génial. Oh putain. Donc, on était à 4 dans la salle. Et puis, Alex Lutz l'a eu. Puis, on est rentrés chez nous masqués. C'était super. Et puis là, quand je l'ai fait, j'ai dit allez viens, on le fait vraiment. Il paraît qu'il faut faire un peu une campagne. Tu fais les corpos là, les représentations pour les votants et tout, qui sont hyper bien passées, qui étaient démentes. Mais bon, je sais pas. Et donc à un moment, je me suis dit ça m'intéresserait quand même de savoir. Ouais, si ce boulot il sert, comment votent les gens. Après, tu vois, je peux pas leur en vouloir parce que je pense que c'est comme tout, comme les Césars, comme tout, que parfois t'as pas vu. Enfin, au moins les Césars, t'as la possibilité de voir tous les films, t'as un coffret, quoi. Donc là, t'as des gens, je pense que la plupart votent sans avoir vu le spectacle, ou certains, enfin en tout cas, ils ont pas pu voir tous nos spectacles. Mais moi, je l'avais rencontré, Jean-Marc Dumontet, quand je lui avais dit je veux avoir les résultats, il m'avait dit bah non, mais pas du tout. Et je lui avais dit mais pourquoi vous faites pas genre un truc où en fait ils sont obligés de voir tous les spectacles et comme ça que ce soit un truc où nous-mêmes on puisse se dire mais en fait il m'expliquait que c'était trop compliqué. Après j'étais hyper contente pour Paul, j'étais dégoûtée pour moi, mais j'étais hyper contente pour Paul parce qu'il était persuadé qu'il l'aurait pas, ce que je trouve hyper mignon du coup comme bonne surprise, je trouve ça hyper mignon. Et qu'il a eu des mots hyper mignons à mon égard. On s'est parlé 10 minutes juste avant et qu'il était vraiment très gentil. Donc, j'étais hyper contente pour lui. Mais ouais, j'étais un peu dégoûtée parce que je m'étais dit, bon, bah voilà, c'est bon. L'année d'après, je vais être encore avec... Enfin, c'est bon, je l'aurai plus. Mais après, je me suis dit, ça se trouve, je me représenterai plus non plus. Ça sert peut-être à rien. Qu'est-ce que ça peut nous faire? En fait, ce truc, tu commences à te lancer dans une espèce de quête. Tout ça pour à la fin faire un joli poste, hein. Parce que oui. Qu'est-ce que ça va changer? Ça ne change absolument rien. Non. Je sais pas si ça influe vraiment sur les ventes. Apparemment un peu, mais tu vois, c'est pas comme si on galère en tournée, tout va bien. Et puis je sais pas si ça joue beaucoup sur les dates parisiennes. Je sais pas si ça joue. J'allais dire, faudrait demander à Paul, mais Paul il est déjà complet jusqu'en 2037, ouais. Donc je pense qu'il saura pas nous dire. Non, mais je pense que ça nous flatte et ça nous fait plaisir. Oui, mais... de toute façon, ça reste que de l'ego à la fin, quoi. Ouais. Mais je me disais, tant de travail, c'est juste jouer, donc ça c'est cool. Pour à la fin, parce que moi ça m'a vraiment beaucoup déprimé. 24 heures, mais quand même. Ouais. Non, pas 24 heures, 72 heures. Pas 24 heures parce que le lendemain c'était mon anniversaire. Oh, babe. Donc du coup, ouais. Au moins t'étais pas en gueule de bois. Non, voilà. Et dans le mail justement de ta newsletter où t'en parles, tu dis qu'il y a une lauréate plus tard qui était très gentille avec toi et que ça te donnait envie de chialer et que de manière générale la gentillesse ça pouvait te donner envie de chialer. Parce que, normalement, c'était ton rôle à toi de soutenir les gens. Ah ouais. Ah oui, je dis ça. Ouais, j'étais dans un truc très émotif, je crois, quand j'ai écrit cette newsletter. Bah oui, parce que je me disais, ce qui me fait du bien, c'est de moi, de faire dédramatiser les gens. Je crois que c'est pour ça que je fais ce métier, de leur dire, attends, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on a à foutre. Moi, j'aurais dû être la personne qui se dit, non mais attends... T'es débile là ou quoi? Mais parce que je me suis rendu compte mais je crois que c'est ce que je dis dans ma newsletter, que le truc en fait à la fin, parce qu'en effet ça fait un post, c'est de l'ego, mais en fait le truc qui est pas tout à fait vrai là-dedans et c'est ça qui m'a rendu triste, c'est que je me faisais une joie de remercier des gens. Il y avait vraiment des gens que je trouve que je remercie pas assez, enfin je les remercie dans des groupes WhatsApp, dans des trucs, mais je me faisais une joie de les faire chialer en fait. Je me disais ils vont être tellement émus, ça va être tellement beau, on va se prendre dans les bras. Tu vois, j'avais envie que ce soit une joie collective. Et à la fin, j'étais bon, allez, je vous ai tous traîné dans cette merde depuis 6 mois d'obsession pour qu'à la fin, on reparte avec rien. Alors que mon but, c'était que vous soyez trop contents. En fait, je voulais que les gens soient trop contents. Et si ça tenait qu'à moi et qu'en effet, j'avais pas de prod, je pense que je l'aurais vécu beaucoup plus facilement. C'est vraiment un truc où je me disais, et même mes potes, mes plus proches et tout, je me disais, ils auraient été trop contents. Et du coup, non. Mais sauf que là où je me suis détendue après, c'est que ils étaient pas non plus déçus ou bouleversés, quoi. Et ils étaient là, bon, allez, zut. Oui, ça reste un Molière. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas... Oui. C'est quoi dont t'es la plus fière? Je peux dire mon fils. Si tu veux. Loser. Je sais pas, ma relation amoureuse et mon fils, ma famille, je dirais. On va dire en œuvre professionnelle. Non, comme tu veux. Bon, je sais pas, ouais, je suis pas fière de grand-chose, mais peut-être des relations que j'ai avec mes proches, peut-être. Ouais. Mais parce que je trouve que c'est bizarre comme sentiment à fierté. Je dis pas que je suis pas, je dis pas que je... Oui, parce que c'est peu probable être autant d'humains sur Terre et d'arriver à s'aimer alors qu'on est tous méga chelous et différents, ça. Ouais. C'est pas que je suis fière, c'est que je suis heureuse de ça. Je me dis, c'est trop bien, j'ai quand même des relations qui sont super avec des gens, que je trouve super.
d'aimer des gens, de réussir à dire qu'on s'aime, de se gâter. Et sincèrement, je trouve que j'organise bien les choses. Les dîners et les fêtes. Les dîners, les fêtes, je reçois bien. J'aime bien créer un peu de joie. J'aime bien créer de la joie. Et je trouve que ça, je le fais bien. Merci Nora. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nora Hamzaoui est en tournée partout en 2026. Le lien où trouver les dates est dans la description. Prochain épisode dans une semaine. D'ici là, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes YouTube, Spotify, Deezer, tout ça. C'est bête, mais ça aide de ouf. Les gens qui doutent, c'est aussi sur Instagram. Il y a chaque semaine une petite vidéo de présentation de l'invité et de temps en temps des extraits vidéo de la conversation. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à me suivre moi, @FannyRuet, pour ne rien rater de la suite. Des bisous. Et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par le fabuleux, l'incroyable, le gargantuesque Maxime Moitieu.